savez, donc, ça remonte à quelques temps déjà. En décembre 17, les dirigeants européens exprimaient leur souhait de renforcer le rôle stratégique de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation et en particulier de notre enseignement supérieur. Et de cette volonté de l'idée de soutenir celui-ci et d'avoir un développement de partenariats stratégiques entre les différentes institutions d'enseignement de chez nous et de voir émerger à l'horizon de 2024 une vingtaine d'universités européennes. Alors, les universités européennes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des alliances d'établissements d'enseignement supérieur de tout type et issus des quatre coins de l'Europe qui visent à promouvoir les valeurs et l'identité européenne ainsi qu'à améliorer la qualité, l'inclusion, la numérisation, l'attractivité et plus globalement la compétitivité internationale de notre enseignement supérieur. Et donc, au lendemain du lancement de cette nouvelle initiative, le gouvernement précédent, avec l'ancien cabinet du ministre Marcourt et son gouvernement, avait donc marqué leur volonté de soutenir la participation d'établissements de la fédération en débloquant un budget d'1 demi-million d'euros, un engagement renouvelé lors du second appel d'ailleurs. Et donc, depuis l'origine et les prémices de ce projet, l'ARES a joué un rôle primordial dans le soutien apporté aux établissements, au travers notamment de son implication au sein du comité de suivi, ainsi que la mise en place d'un groupe de travail regroupant l'ensemble des alliances de la fédération en collaboration avec la DGESVR. Alors, au terme des deux appels pilotés en 18 et en 19, 41 alliances, variant telles que par leur taille ou leurs objectifs, ont vu le jour. Et donc aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on peut compter 4 établissements de notre fédération au sein de ces alliances. On ne peut que s'en réjouir de ces nouvelles perspectives de collaboration et d'internationalisation que nous pourrons mener à bien, je l'espère. Lors des Midi de l'ARES, ces 4 établissements qui sont là en face de moi et dont je reconnais certains responsables vont présenter tout à l'heure une réalisation innovante et généralisable née des travaux de leur alliance. Plus concrètement, l'ULB, l'UC Louvain, l'UMONS et l'ULiège nous parleront respectivement de hubs interdisciplinaires, de chaires académiques, d'enjeux et de stratégies d'inclusion, ainsi que de CityLab. À l'issue de ces présentations, vous serez invité à prendre part à l'un des différents ateliers qui seront mis autour de la table et favoriser la discussion à l'occasion d'échanges et de débattre ensemble des défis actuels liés à l'évolution des alliances et du potentiel impact sur l'enseignement européen supérieur. Chers participants, mesdames, messieurs, chers participants, il ne me reste plus qu'à vous remercier, remercier l'ensemble des intervenants qui vont prendre la parole et directement céder la parole à Élodie, directrice ad interim, mais déjà totalement directrice internationale de l'ARES. Je vous en prie, bon travail. Merci Laurent, je vais être très brève, je pense que tu as tout dit. Donc simplement dire qu'on est très heureux de voir que cet événement a vraiment suscité un intérêt vif puisque l'événement a rapidement été complet et au sein d'un public qui est très varié. Qui vient tant d'universités de la FEB qui participent à des alliances que d'universités qui ne participent pas, de hautes écoles, d'écoles de promotion sociale, des AM, mais aussi d'étudiants, de partenaires externes à l'ARES et de membres des personnels de l'ARES. Donc vraiment un intérêt tout particulier pour cette thématique. Alors de manière tout à fait pratico-pratique, on va avoir ici maintenant 4 sessions de 10 minutes par alliance de présentation pendant cette session qu'on va appeler session plénière. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez tout en haut une petite bulle. Vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat pendant les interventions. Et alors, on aura une petite période de 10-15 minutes après les 4 présentations pour revenir justement sur ces questions et pour laisser aux intervenants le temps d'y répondre. Et donc, je vais très rapidement céder la parole à nos collègues de l'ULB, donc à mesdames Williamberg et Sbaraglia. Et je profite juste avant de remercier moi-même aussi encore une fois les intervenants et les animateurs des différents ateliers. Anne et Fanny, je vous cède la parole. Alors bonjour à tous et merci donc pour
cette invitation à venir présenter brièvement notre alliance. On va peut-être donc rappeler brièvement ce qu'est notre alliance, en quoi elle consiste, donc cette alliance Civis. Et puis par la suite, je passerai la parole à Fanny, puisque c'est elle qui est en charge des fameux hubs sur lesquels nous allons nous centrer. Alors, pour rappel, donc Civis en quelques mots. Donc Civis, c'est une alliance universitaire civique européenne ou une alliance d'universités civiques. Alors civique au sens évidemment de l'anglais civic engagement. Nous sommes une alliance de première génération, donc nous avons eu le plaisir et l'honneur de faire partie donc de ce groupe des 17 premières alliances, ce qui signifie que nous sommes occupés à l'heure actuelle à écrire donc notre deuxième candidature, si j'ose dire, donc candidature à un deuxième financement. Donc c'est une période, je dirais, particulièrement chargée pour notre université européenne. Alors, ce qui nous caractérise en quelques mots, c'est que nous avons un champ thématique assez large. C'est-à-dire que, par comparaison avec d'autres alliances qui sont centrées sur un domaine ou sur une thématique relativement précise, nous couvrons un champ extrêmement large au plan thématique. Mais nous sommes en particulier tournés vers 5 grands défis mondiaux ou 5 grands défis sociétaux qui sont en fait les 5 thématiques au cœur des hubs, comme nous les appelons, interdisciplinaires, qui seront présentés dans quelques minutes par Fanny. Alors, une autre de nos spécificités, c'est d'être ancré et engagé dans notre environnement local, donc d'être constamment en interaction avec nos territoires respectifs, donc les territoires des différents partenaires, nos villes et nos régions. Nous sommes évidemment, où l'Alliance est très attentive à ses missions sociales, entre autres missions de nos universités, donc comme actrices, si j'ose dire, citoyennes, et ayant à cœur notre rôle d'ascenseur social. Nous avons évidemment aussi très à cœur les valeurs européennes, celles d'équité, bien entendu, mais également d'inclusion. Alors, nous avons une autre spécificité à laquelle je vais revenir dans un instant, c'est de vouloir construire des hubs miroirs et de développer des partenariats privilégiés avec des pays de la rive sud de la Méditerranée et d'Afrique. Et donc, on vise vraiment à une action locale. Je vous parlais tout à l'heure d'un ancrage local dans nos territoires, nos villes, nos régions, mais avec évidemment cette dimension globale, avec cet objectif de créer des hubs miroirs. J'y viens donc dans un instant. Alors voilà donc Civis au plan géographique. Donc nous sommes à l'heure actuelle 10 partenaires. Donc, au départ, nous étions 8, mais nous nous sommes donc élargis d'abord à l'université de Glasgow, mais ça a été fait ou en cours de Brexit. Et donc, l'université de Glasgow ne sera pas, malheureusement, un partenaire à part entière. Et nous nous sommes là tout récemment élargis à l'université de Salzbourg. Donc, ce qui fait que nous sommes désormais 10 partenaires, 9,5 si j'ose dire, donc avec cette spécificité liée au Brexit. Et donc, je vous parlais de cette caractéristique qui est la nôtre de vouloir donc mettre sur pied des partenariats très forts, très intégrés avec l'Afrique. Et donc, vous les voyez ici sur la carte. Nous sommes mis d'accord sur l'identification de 6 partenaires en Afrique. Donc, vous voyez l'université Hassan II de Casablanca, l'université de Sfax, l'université de Cheikh Anta Diop à Dakar,
l'université de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud, la Makerere University de Kampala et l'Eduardo Mondlane Université à Maputo au Mozambique. Donc nous sommes à l'heure actuelle en train donc de rédiger le modèle de convention. Nous n'aurons qu'une convention que l'Alliance Civis elle-même devrait pouvoir conclure avec chacune de ces universités. Voilà, alors ici, donc c'est une slide à usage interne que je vous montre, donc c'est la structure de notre alliance. Mais si je vous la montre, c'est évidemment pas pour rentrer dans le détail, mais c'est pour que vous voyez donc je sais pas comme ce sont pas des étoiles, mais donc ces images jaunes donc au milieu de notre structure de fonctionnement, ce sont précisément les hubs. Et donc si je vous montre cette diapositive, c'est pour vous montrer à quel point ces hubs que Fanny va vous présenter maintenant sont vraiment centraux dans le fonctionnement de notre alliance. Je te passe immédiatement la parole, Fanny. Oui, bonjour à tous. Donc les hubs, Anne vous en a parlé, c'est au cœur de Civis. Et afin de vous les présenter, j'ai choisi de vous les présenter de manière relativement pragmatique parce que ici, il y a la volonté de partager des bonnes pratiques. Alors, un hub, qu'est-ce que c'est de manière concrète? Eh ben, c'est un réseau de 9 membres, des 10 universités, pas des 9, un réseau donc de partenaires, d'académiques au sein des universités qui constitue un conseil de hub. Donc, il y a 5 conseils de hub. Il y a plus ou moins 2 membres par université partenaire, toutes disciplines confondues, avec un fonctionnement, avec un président, un coordinateur, soit plus ou moins 20 personnes qui sont à la gestion de ces hubs. Enfin, de chaque hub. Chaque hub est composé donc de plus ou moins 20 personnes. Tout l'intérêt d'avoir ce réseau de membres entre les 10 universités, c'est d'avoir véritablement des équipes qui travaillent ensemble sur le temps relativement long et qui sont interdisciplinaires. L'idée dans tous les hubs, c'est de décloisonner les disciplines et d'avoir vraiment une vision interdisciplinaire sur les différentes thématiques qui sont celles des hubs. Et que font ces hubs, que font ces petits réseaux de partenaires? Ils financent des activités d'enseignement ou de recherche qui sont interdisciplinaires et qui reposent sur trois partenaires civis minimum. Donc, c'est ça la caractéristique principale des hubs. Et donc, les hubs fonctionnent par appel à projet. Et donc, ils émettent des appels à projets et les différents académiques des 10 universités partenaires peuvent faire financer des projets d'enseignement ou de recherche. Alors, les 5, Anne l'a dit, il y a 5 hubs interdisciplinaires à l'ULB et dans l'Alliance. Ces 5 thématiques sont liées d'abord au cœur de Civis, qu'Anne vous a présenté, mais aussi à des enjeux sociétaux majeurs et liés au développement, une petite faute, aux objectifs de développement durable de l'ONU. Quels sont ces 5 hubs? Il y a un hub consacré à la santé, un hub concentré sur les territoires, les villes et les mobilités, un hub qui se charge de la transformation technologique et digitale, le 4e sur le climat, l'environnement et l'énergie, et le dernier sur la société, la culture et tout ce qui est enjeu d'héritage et de patrimoine. Alors, ces différents hubs donc, fonctionnent par appel à projet et pour vous donner une petite idée, voici des projets qui ont été financés par le hub Cité Mobilité que gère l'ULB. Donc ici, par exemple, c'est un financement qui a été octroyé pour un réseau d'académiques d'Aix-Marseille, de la Sapienza à Rome, de Stockholm et de l'ULB qui finance des workshops, donc des réunions scientifiques qui ont une double vocation, qui ont pour vocation d'abord de questionner comment on enseigne l'urbanisme en Europe et comment on peut créer un réseau d'enseignement spécifique aux questions urbanistiques dans les universités de l'Alliance. Et un deuxième projet qu'on peut vous présenter, c'est ici une summer school entre Aix-Marseille, Glasgow et l'ULB qui va être une summer school qui va avoir lieu à Bruxelles sur la question de l'art nouveau, son passé, son présent et son futur. Et là, c'est une summer school qui va réunir des étudiants et des académiques.
Donc, on voit que les hubs ont vraiment pour vocation, dans un premier temps, de financer des projets pour que les académiques se rencontrent, fassent des premières expériences, on va dire, ensemble sur des sujets interdisciplinaires qui les intéressent. Et ensuite, la vocation est de pouvoir pérenniser ces premières interactions dans des programmes d'enseignement et de recherche conjoints. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci d'abord pour l'invitation, hein, c'est un plaisir pour moi de passer quelques minutes à parler de Circle U, donc qui est l'alliance dans laquelle l'UC Louvain se trouve. Juste une toute petite précaution, c'est que j'avais préparé mes slides pour être projetés dans un autre format, donc il y a des tout petits bugs de formatage. Je m'en excuse, je ne savais pas qu'on allait les insérer dans une présentation, mais c'est pas très grave, ça n'influence pas le contenu. Voilà, Circle U, c'est d'abord une alliance au départ de 7 universités. Donc, vous les voyez là sur l'écran. Il y a bien entendu l'UC Louvain, il y a Paris, Humboldt à Berlin, il y a Belgrade, Oslo, Eurus. J'ai appris à cette occasion qu'on ne prononçait pas Arus, mais Eurus. J'espère que ça va plus ou moins. Et King's College London, qui, comme dans l'alliance précédente, hein, souffre des difficultés du Brexit, mais nous tenons bon pour le moment pour que King's College reste un partenaire à part entière du projet. Alors, ce qui est probablement une nouveauté pour la plupart d'entre vous, même si vous avez déjà entendu parler de Circle U, c'est qu'il vient d'être décidé il y a une semaine que 2 partenaires supplémentaires rejoignaient l'Alliance. C'est l'Université de Vienne et l'Université de Pise qui vont rejoindre l'Alliance au 1er janvier, si mes renseignements sont corrects. Alors, qu'est-ce que c'est Circle U? C'est une alliance d'universités, hein, bien sûr. Je ne vais pas refaire l'histoire des alliances. Je pense qu'il y a un autre micro qui n'est pas coupé. J'entends un écho. Ah bon, c'est pas très grave. J'ai réglé le problème. Ok, merci. Donc c'est une alliance alors qui est évidemment basée sur le core business des universités, sur la recherche et sur l'enseignement, mais avec une vision qui est extrêmement fort tournée vers les challenges de la société, les challenges actuels de la société et vers l'innovation. Donc je ne vais pas vous lire. Excusez-moi, je vois que j'ai oublié de passer les transparents. Voilà, désolé. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit ici sur l'écran en termes de, je dirais, de vision sur le réseau Circle U, mais en tout cas, les mots importants là-dedans, c'est vraiment la vision sur la société, sur les grands challenges sociétaux actuels et sur comment l'université avec un grand U, je dirais, peut contribuer à ces challenges. Et on verra d'ici une minute ou deux que cette vision a un impact extrêmement fort sur les actions concrètes qui sont prises dans le réseau Circle U. Nous faisons partie de la 2e phase des alliances européennes, c'est-à-dire que Circle U a commencé, en tout cas sa phase financée par le programme Erasmus+, a commencé il y a un an, le 4 novembre 2020. On a donc terminé l'année qui, je dirais, qui est l'année de mise en place hein, d'une alliance, de connaissance des partenaires, de mise en place des structures, et on entre maintenant, depuis quelques mois, dans la vraie phase d'implémentation, de test d'un certain nombre d'initiatives, avec évidemment, comme les autres alliances, l'objectif de continuer au-delà de la phase de financement actuelle. Je suis ici pour vous parler d'un point particulier de cette alliance, qui sont les chaires. Et donc, je vais me tourner vers ce sujet-là maintenant. Les chaires, ce sont avant tout des personnes. Donc, ce sont des personnes qui sont choisies dans les universités pour renforcer les liens entre les universités et les renforcer sur l'ensemble des 4 aspects de ce fameux carré qui est à droite là sur le transparent. Donc, la recherche et l'enseignement, bien sûr, mais l'innovation en tant que telle et l'impact sur la société. Alors, il y a depuis quelques mois 5 ou 6 chaires par université, c'est-à-dire comme il y a
pour le moment 7 universités, et puis on va monter à 9 au mois de janvier, mais pour le moment 7 universités, ça veut dire une quarantaine de personnes. Et ces 40 personnes ont en fait une mission assez claire que je vais décrire juste après, et une mission qui est importante, y compris en termes d'investissement. Et le signe de ça, c'est qu'en fait, les 7 universités se sont engagées à dégager 20% du travail de toutes ces personnes pour pouvoir travailler dans Circle U. Alors en pratique, c'est surtout du dégagement de temps d'enseignement, bien entendu. Vous savez comme moi que le temps de recherche, il ne se mesure pas chez les académiques et il est à peu près indéfini et incompressible. Mais en tout cas, en termes d'enseignement, pour être très concret, par exemple, à l'UC Louvain, les 6 personnes qui ont été choisies eh bien, se voient allégées d'un cours, de 30 heures de cours magistral qui sont remplacés par des collègues qui sont financés par ailleurs, par des budgets que l'université a débloqués. Alors ces personnes, on compte sur elles pour développer des activités précises que je vais décrire et aussi pour former une académie de personnes qui va petit à petit, je dirais, établir et transformer la vision de Circle U. Alors pour bien expliquer ce que ces personnes font, je pense qu'il est indispensable d'au moins expliquer un petit peu quels sont les points principaux, je dirais, du projet Circle U, de l'Alliance Circle U. Et donc, je vais vous parler très brièvement, slides chacun, de 3 des 7 work packages qu'il y a dans le projet, les 4 autres étant indispensable, mais je dirais plus organisationnel que scientifique et académique. Donc, ceux dont je vais vous parler, c'est ceux qui portent les numéros 4, 5 et 6. Alors, le 4, c'est celui qui est, je dirais, très orienté vers les étudiants. Donc, son nom officiel, c'est Student-Led Sustainable Innovation, ce qui veut dire qu'en fait, on voudrait avoir une vision qui est d'apprendre à nos étudiants d'avoir vraiment une vision d'innovateur sur le futur et donc de pouvoir travailler dans un esprit qui est celui de modifier la société, de changer la société avec des actions qui sont très souvent transdisciplinaires, beaucoup plus que disciplinaires dans le master dans lequel ils sont occupés à étudier, par exemple. Ça, c'est un peu la vision du Work Package numéro 4. Le Work Package numéro 5, c'est aussi des hubs. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes hubs que ceux qui ont été décrits dans le projet précédent. Ce sont des hubs où on voudrait mettre ensemble des personnes, des stakeholders qui portent des sujets sociétaux importants. Alors, les sujets sociétaux, en fait, il y en a 4. Il y en a 3 qu'on appelle les Knowledge Hubs. C'est le climat, la démocratie et la santé globale. Et le 4e, qui est un peu plus transversal, c'est la gouvernance, dont l'objectif est en fait de mettre davantage en lien dans la société que ça n'est aujourd'hui l'expertise scientifique et la politique, si vous voulez, et donc les prises de décision. On a vu combien c'était important dans des situations de crise comme celle qu'on vit maintenant. Le Work Package numéro 6, je vais y arriver, voilà, c'est l'éducation, enfin c'est l'enseignement universitaire, l'enseignement le higher education, pardonnez-moi, je cherche mes mots en français, c'est la transformation que l'on voit aujourd'hui dans le monde de l'éducation, avec des transformations au niveau des formats, des transformations au niveau des objectifs, des transformations au niveau des risques aussi, de la concurrence accrue, des formations privées et des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les sujets fondamentaux sur lesquels travaille Circle U. Comment vont travailler les chaires par rapport à ça, donc les personnes dont je parlais tout à l'heure. Alors tout d'abord, en fait, ces personnes ont été recrutées sur base d'un processus complètement bottom-up. Donc il y a eu un vrai appel à candidature dans les 7 universités. Voilà, vous avez quelques détails ici de l'appel à candidature, c'est pas très très important, mais ce qui est important, c'est qu'on a voulu que les projets de ces personnes viennent des personnes. C'est pas le réseau qui leur
leur a dit, tiens, on voudrait bien travailler là-dedans et le faire comme cela. Non, on a demandé des projets avec une attention spéciale sur une approche institutionnelle. Ce n'étaient pas des projets de personnes, c'était des projets d'institutions portés par des personnes, avec une approche interdisciplinaire, intersectorielle aussi, donc éviter que les sciences humaines restent des sciences humaines, les sciences exactes restent des sciences exactes dans leur petit coin, sans qu'il n'y ait de transversal, et bien entendu des approches collectives. Le rôle des chaires par rapport à ça, eh bien, c'est bien entendu de lier l'éducation et la recherche, donc l'enseignement et la recherche dans ces disciplines, en relation avec les projets qui ont été décrits il y a quelques minutes, c'est de mettre avec eux les étudiants, donc c'est pas uniquement de la recherche, c'est pas uniquement une vision académique, bien sûr, et puis aussi de représenter Circle U en dehors de nos 7 universités sur leur sujet de prédilection. Et donc, on voudrait bien que cette alliance soit l'occasion d'essayer des nouveaux modèles de collaboration académique et de partenariat. Je vais donner un exemple. Je prends l'exemple du Work Package 4, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel des autres également. Ce que vous voyez à droite là sur le slide, il y a d'abord la mission de Circle U, et puis il y a le Work Package 4 qui donne des objectifs généraux par rapport à cette mission, qui sont le Students Engagement, ici dans les approches innovatives, et la Sustainability. Et puis, il y a des building blocks, il y a des tâches qui ont été écrites évidemment dans le projet, comme dans n'importe quel projet qu'on dépose. Ça, ce sont les building blocks d'un work package comme dans n'importe quel projet. Pour mener ces building blocks à bien et faire en sorte qu'on remplit nos obligations vis-à-vis de la source de financement, ou en tout cas de cofinancement qu'est l'Union européenne, eh bien, il y a des coordinateurs de ce work package, il y en a des globaux, et il y en a dans chacune des universités. C'est parfois des membres du personnel académique, parfois des membres du personnel administratif et technique, mais à côté de ça, maintenant, depuis quelques mois, il y a des chaires, et le rôle des chaires, c'est un autre rôle que celui des coordinateurs, c'est vraiment de donner un point de vue académique là-dessus et d'engager la communauté autour d'eux sur les questions décrites dans les work packages. En plus de ça, il y a aussi des project managers qui sont des personnes engagées par les universités pour aider au développement de toute cette tâche. Et bien sûr, il y a toute la communauté universitaire qui est autour. Pour arriver à faire ça, je l'ai déjà dit, les chaires, on leur offre entre guillemets 30 heures d'enseignement, et puis ils peuvent faire appel à des fonds qui sont distribués à l'intérieur du réseau Circle U, des fonds pour voyager bien sûr entre les universités, le jour où on pourra voyager, et des fonds pour étendre les activités. On encourage évidemment aussi tous les membres de la communauté universitaire qui veulent contribuer à l'effort commun de Circle U à demander des fonds, soit par Circle U directement, soit par les canaux plus traditionnels comme Erasmus, Horizon et ce genre de choses. Voilà, j'espère avoir plus ou moins tenu mon temps de parole. Je n'ai pas trop regardé, donc excusez-moi si j'ai un tout petit peu dépassé, mais je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions après la fin des 4 exposés. Donc, ce que nous avons voulu faire dans ce cadre-ci particulier, c'est focaliser étroitement sur un type de préoccupation que nous avons dans le cadre de Nice et qui va être développé dans le cadre d'un projet H2020 que Nice a obtenu. Et donc, cette question qui retient plus particulièrement notre attention, c'est la question de l'inclusion. C'est de celle-là donc que je vais vous parler. Je, Bernard Harmony, mais comme vous voyez, Ronnie Snyders, qui est la personne avec qui je collabore au quotidien, et nous sommes co-leaders du projet, il peut évidemment intervenir et répondre aux questions. Alors, en ce qui concerne donc,
je n'arrive pas à faire bouger la dia, ça doit être comme ça, voilà. En ce qui concerne notre alliance, c'est l'alliance Nice. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une alliance qui est composée de sept universités, dont vous voyez là la répartition géographique. Bah, en gros, il y en a à l'est, il y en a à l'ouest, il y en a au nord, il y en a au sud. Bien sûr, tout cela pourrait être quelque peu étoffé dans un proche avenir, mais n'anticipons pas. Et cette alliance UNIS a obtenu un projet dans le cadre Horizon 2020 et ce projet est centré sur, au fond, tout ce qui peut être de l'ordre de la transformation dans la mise en œuvre des stratégies innovantes qui sont au cœur du concept même de l'alliance EUNIS. Alors là, vous voyez ce que vous pouvez lire si vous allez voir sur Cordis ce qu'il en est. Donc ce projet a été financé début le 1er octobre 2021, fin le 30 septembre 2024. Donc autant vous dire qu'on est vraiment à l'aurore, au tout première lueur d'un soleil qui ne s'est pas encore montré. Alors, je pense que ce qui est important aussi et qui est relevé dans cette espèce de résumé général des finalités, c'est l'idée qu'on veut se fonder sur des expériences concrètes et viser à des changements institutionnels à comparer, à impulser, et tout cela évidemment dans le cadre d'un esprit de collaboration entre la science et aussi tout ce qui est fait, le concret du corps social dans les universités, mais dans l'environnement également des universités. Alors, quelle est la problématique que nous voulons plus spécialement cibler aujourd'hui? C'est celle de l'inclusion, je l'ai dit. Mais pourquoi l'inclusion? Parce qu'en fait, l'inclusion, c'est un mot qu'on utilise tout le temps dans toutes les langues de l'Europe, mais néanmoins, c'est un mot dont la signification n'est pas self-evident, comme on dit en anglais. En fait, si par exemple, vous regardez comment l'on considère l'inclusion en Fédération Wallonie-Bruxelles, bah, tout le monde sait qu'il y a eu en 2014 un décret, hein, qui est le décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif. Et donc voilà, ce décret un peu révolutionnaire pour l'époque veut faire entrer l'inclusion dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, ce décret a conduit à la création d'une commission, la commission de l'enseignement supérieur inclusif, commission qui a un certain nombre de responsabilités, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dont le texte initial du décret semblait ouvrir assez largement la portée. Et il faut noter que pas plus tard qu'en 2019, le décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif est devenu, je cite, le décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap. Donc, il y a eu une espèce de resserrement du focus à ce moment-là. Situation de handicap, tout cela est défini, c'est extrêmement clair. À côté de ça, l'Europe parle aussi d'inclusion. L'Europe évolue dans sa conception de l'inclusion. Jusqu'à il y a peu, par exemple, l'Europe parlait de besoins spécifiques, d'une part, et par ailleurs, parlait aussi de besoins non véritablement spécifiques au sens du handicap, mais relatifs à la condition sociale. Et puis alors, il y avait évidemment la volonté de prohiber les exclusions liées au genre. Et
très 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 récemment, la nouvelle politique d'inclusion au niveau du programme Erasmus 2021-2027 s'est définie autour d'une nouvelle notion qui est la notion de personnes avec moins d'opportunités. Et cette notion de personnes avec moins d'opportunités, elle peut englober des handicaps, des problèmes de santé, des barrières liées au système d'éducation. Il y a l'adaptation des apprenants au système d'éducation. Pensez par exemple au cas des NEETs, ces jeunes qui ne sont ni chômeurs, ni étudiants, ni au travail. Toutes les barrières sociales, les barrières économiques, les barrières liées à la discrimination, telles que par exemple l'orientation sexuelle, les barrières géographiques aussi. Donc cette notion est énormément plus large que notre petite notion d'inclusion dans le décret de 2014, encore en quelque sorte refocalisée par le décret de 2019 sur le même objet en principe, mais on voit que l'objet avait varié. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est que l'objet inclusion est un objet qui varie. Donc, la notion même d'inclusion, elle est polysémique. Et par ailleurs, les dispositifs d'inclusion, ils sont ipso facto et très logiquement extrêmement variables. Variables selon les pays, variables selon les régions des pays, variables selon les établissements, parce que tous les établissements, même dans une seule région, dans un seul pays, ne mettent pas nécessairement en place toutes les mêmes stratégies par rapport à l'inclusion. En communauté française de Belgique, par exemple, l'ARES accueille 2 entités qui ne sont pas des commissions de l'ARES. Elle accueille la commission de l'enseignement supérieur inclusif, plus haut cité. Elle accueille aussi le comité Femmes et Sciences. La commission de l'enseignement supérieur inclusif a certaines responsabilités, y compris notamment celle de casser certaines décisions institutionnelles. Le comité Femmes et Sciences a plutôt une orientation d'avis orientée vers le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais pas exclusivement. Et tout ça bouge, tout ça évolue, mais c'est encore très séparé. Que dit-on des NEETs en Fédération Wallonie-Bruxelles? Que dit-on des barrières de type ethnique ou social? Peu de choses. Alors, le problème, évidemment, c'est que nous devons faire travailler cette université différente qui proviennent de territoires différents. Et donc, on a mis en place dans ce projet Réunis divers work packages. Et j'attire votre attention sur celui qui apparaît à droite, le WP4, le WP4. Comme vous le voyez, il est transversal par rapport aux autres. Et c'est lui qui est relatif à l'attention particulière à l'innovation dans le domaine de la protection de la diversité, de l'inclusion, de l'inclusivité, du genre, etc. Alors, ceci va nous amener concrètement à faire un certain nombre de choses, des choses qui, du point de vue opérationnel, vont être subdivisées en 5 phases. Une phase d'observation où il s'agit de recueillir de l'information par rapport à ce que sont les réalités dans chacune des universités et dans leur environnement. Une phase ensuite d'analyse, une phase d'action avec des projets pilotes, une phase d'évaluation et enfin une phase de recommandation où l'on escompte proposer modestement une roadmap pour promouvoir le développement d'une politique d'inclusion au travers en tout cas de l'ensemble de nos 7 universités. Nous sommes à la croisée des chemins, nous, l'Europe, nous, les pays, nous, les régions et communautés, nous, les universités, car l'inclusion, tout le monde en veut, mais personne n'a la même idée de ce que c'est. Merci de votre attention.
moi, je viens effectivement vous parler de la 4e alliance qui s'appelle UNIC, 4e en communauté française. Et tout de suite, je vais dans le vif du sujet puisque c'est une alliance de 8 universités. Vous voyez ici à la fois les sigles et la répartition géographique. En effet, le consortium a été conçu selon 2 axes. Un, il rassemble des universités qui sont situées dans des villes post-industrielles, c'est important. Vous allez me dire post-industriel, comment ça post-industriel? Ben oui, Bilbao c'est post-industriel, Liège, je ne vous fais pas le dessin, Rotterdam a été une grande ville d'émigration par exemple vers les États-Unis et de ce point de vue-là, donc, se trouve face à des problèmes de diversité, de super-diversité, comme nous l'avons appelé au sein du projet. Donc, ce point commun est important entre les 8 partenaires. Vous avez Rotterdam, Koç en Turquie, Deusto à Bilbao, Liège, Bochum dans la Ruhr, pas de dessin non plus, Cork, Oulu et Zagreb. Le deuxième critère, comme pour les autres alliances, était la répartition géographique, puisqu'il nous fallait des universités des différentes zones géographiques. Alors, comme les autres, nous avons répondu à l'appel et nous avons fait partie de la 2e sélection, comme l'Université de Mons et l'Université de Louvain, je crois, c'est ça. L'ULB faisait partie du premier appel, avec donc ce point commun qui est être dans une ville post-industrielle, constater ce que nous appelons beaucoup de diversité et un focus sur l'inclusion, en se posant tous les problèmes que M. Armery a un peu ébauchés, mais en les abordant peut-être d'une manière un peu différente. Alors, vous voyez ici, on essaye d'expliquer la thématique du projet. Donc, vous voyez que dans les villes, dans le contexte, finalement, il y a le passé industriel qui a bien créé des villes post-industrielles avec des problèmes économiques et de transformation et manifestement aussi un problème de diversité de population. Et puis, un impact sociétal qui est effectivement se poser la question de comment les universités peuvent être des acteurs par rapport à cette diversité et notamment à l'accès à l'enseignement supérieur. Ce que vous voyez là, c'est effectivement les concepts qui sont mis en œuvre par rapport à ces différents éléments. Le passé industriel, notamment, a donné lieu à pas mal de migrations qui venaient aussi pour travailler. Ces migrations ont créé de la super diversité de population avec des profils qui allient, je dirais, des profils économiques, des profils culturels, des profils parfois première génération ayant accès à l'enseignement supérieur, et puis de l'inclusion qui est le challenge que tout le monde doit relever, et notamment les universités. Alors, je ne sais pas comment on fait pour... On s'allie. Ah oui, attends, elles sont... Voilà. Les activités générales, vous les voyez là. Comme les autres, nous sommes divisés en work package. Le 1 et le 2 s'occupent de management. Le 3 va plutôt s'occuper de tout ce qui est l'enseignement et créer un campus qui propose notamment des cursus conjoints sur le thème de la diversité. Le Work Package 4 va se pencher précisément sur les questions qui étaient abordées dans la précédente alliance, qui sont en recherche, comment est-ce qu'on définit la super diversité dans une ville post-industrielle. Je vais vous parler plus spécifiquement du Work Package 5, dans lequel nous sommes co-leaders, et le 6, lui, s'occupe de communication. Vous voyez les 3 actions prioritaires: création d'un campus, mise en place d'une académie de la superdiversité, avec particulièrement cette actualité, je dirais, des villes post-industrielles, qui sont sans doute, qui doivent permettre de dégager des formules innovantes applicables à d'autres, et l'organisation de CityLab. En quelques mots, vous voyez ici ce que ça représente. Donc, les 8 universités, ça fait 230 000 étudiants à peu près, et
nous souhaiterions, comme tout le monde, répondre à l'appel qui a été lancé par l'Europe, à savoir amener 50% de ces étudiants à bénéficier d'une expérience, alors qu'on qualifiera de transversale ou d'internationale. En quelques mots, la structure, alors ça nous intéresse un peu moins. Ce qui nous intéresse plus, c'est de voir qu'on va travailler sur la mobilité, sur l'inclusion et sur l'impact sociétal. Et particulièrement l'impact sociétal, c'est ce qu'on va aborder avec les City Labs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un City Lab? Mais c'est en fait un espèce de petit laboratoire qu'on fait conjointement avec la cité. La cité, c'est la ville, la province, c'est la société civile, c'est ce qu'on appelle les other stakeholders. Et c'est un espace de rencontre qui peut être à la fois physique et ou virtuel. Donc, ça marche comment? On se pose des questions qui sont issues de la société civile. On les adresse de manière virtuelle, notamment à des groupes d'étudiants qui essayent de répondre aux questions posées et d'imaginer des solutions. Et puis le City Lab essaye de le mettre en œuvre, je dirais, concrètement dans la société. Voilà, vous voyez, identification des défis, identification de solutions, et puis mise en œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les défis illustrent en fait la dimension locale, puisque ça part de la société. Les solutions, elles, mettent tous les partenaires ensemble et les étudiants en co-création de toutes les 8 universités. Et puis la mise en œuvre, elle, se refait au niveau local et de manière tout à fait concrète, je dirais, avec soit des virtual meetings, mais aussi des actions qui sont mises en œuvre dans les villes. Les objectifs en 3 ans, c'est de faire des pop-up City Labs dans chaque université, associés à des virtual meetings, et puis 3 festivals, 1 par an, et Liège a organisé le premier. Nous avons pour ce faire partagé avec nos partenaires 2 thématiques générales, la diversité et la résilience urbaine. La résilience urbaine, vous voyez bien ce que c'est effectivement, notamment par rapport, par exemple, à des grandes catastrophes. Nous avons dans notre réseau Zagreb qui a vécu un tremblement de terre, nous avons eu à Liège des inondations, ben voilà, se pose la question de la résilience. Un premier City Lab a été organisé aussi sur la question de bien vieillir dans les villes post-industrielles. On voit qu'il y a des problèmes de santé spécifiques, par exemple, dans les villes post-industrielles. C'est un festival hybride, physique et virtuel. L'avantage de ce premier festival à Liège a d'abord été le retour au présentiel, je ne vous le cache pas. Il y avait 80 étudiants venus des 8 universités, il y avait 30 collègues des 8 universités, donc on était à plus de 100, et ça a vraiment été un moment fort de rencontre au niveau de l'Alliance. L'implication avec les stakeholders, alors je crois que vous avez peut-être noté que nous sommes dans ce City Lab des co-leaders avec Olu et Bilbao, Deusto. Deusto a une grande habitude de travail avec la ville, par exemple. Olu le place plutôt, lui, dans tout ce qui sera impact sur la société au niveau économique. Et à Liège, eh bien, ce qui a été mis en œuvre au niveau du premier festival, ça a été de la co-création avec les étudiants, vraiment sur des thèmes de société, mais le travail avec la ville et la province a été un peu impacté, effectivement, par des priorités post-inondation. Et donc n'a pas peut-être pu être mené à bien comme nous l'aurions souhaité. Vous voyez ici que le festival a été organisé pendant 1 semaine. En fait, il y avait des travaux préparatoires et des ateliers le lundi et le mardi. Et puis le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, là, c'était vraiment à la fois des activités culturelles, des activités d'animation, ateliers, tables rondes et des activités officielles, je dirais, que ce soit
au niveau de l'ouverture ou de la clôture du festival. Il y avait des activités organisées par les étudiants, ça c'était vraiment intéressant. Ils ont proposé différentes choses. Il y avait des activités qui étaient issues de l'université, par exemple le Green Office sur les défis environnementaux, des activités de communication, des activités puisque c'était le retour en présentiel, des réunions du consortium, et puis au niveau de la Fédé, ça c'est de nouveau les étudiants, une série d'appels finalement à projets pour alimenter, je dirais, ce festival. Comme l'ensemble de vos alliances, nous avons effectivement associé à ce projet unique tout un volet recherche. Le problème, effectivement, c'est que les work packages, les numéros ne coïncident pas. Donc, moi, j'ai tout le temps besoin de ce petit schéma avec les couleurs pour me repérer le 5 égale le 4 dans le volet recherche, etc. Donc, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a des activités typiquement de recherche qui peuvent alimenter, je dirais, le volet plus impact sociétal qui est développé dans Unique Erasmus+. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Rien. Qui a des sites internet pour pouvoir éventuellement nous contacter. Que nous avons terminé, comme l'expliquait Circle U, la première année qui était de l'implémentation générale, pour arriver en deuxième et troisième année à ce qui est vraiment le travail sur les délivrables, avec dans les différents work packages une série de réalisations en enseignement, en recherche et en lien avec la société civile qui nous paraissent, qui ont été prévues dans l'Alliance et qui devraient nous permettre de proposer réellement des solutions innovantes pour ces futures plateformes européennes. Et j'en finis là. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tous les 5 pour vos présentations. C'était très intéressant de voir finalement que chaque alliance a ses spécificités et puis finalement aussi que vous vous recoupez. Et c'est la logique même du projet européen, mais que vous vous recoupez aussi. On voyait ici dans le chat M. Wayens qui parlait des Open Labs de Civis qui peuvent se recouper au City Labs de Unique. On notait aussi certaines similitudes entre les hubs et les shares. Donc vraiment intéressant de voir ces différences, enfin ces spécificités et ces similitudes aussi. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions sur le chat. Peut-être revenir sur la question de Madame Grisé qui s'adressait à l'UC Louvain, même si Michel, je vois que tu as déjà répondu assez extensivement par écrit. Mais donc, la question concernait les financements justement de l'UC Louvain, de savoir quelle stratégie de l'UCL était en place par rapport à la distribution de ces fonds Circle U en interne. Est-ce que tu veux dire un petit mot à l'oral? Oui, mais très, très brièvement. Donc, en fait, d'abord, il ne faut pas oublier que les financements, c'est du cofinancement. Donc, il y a une partie qui vient de l'Union européenne et puis il y a une partie qui est mise sur fonds propres des universités. Ça, c'est une chose. Et alors, la question portait spécifiquement sur ce qui avait été dit aux candidats quand on a fait l'appel pour les personnes, pour les chairs. Et là, bon, il faut pas se cacher la face. Quand on demande à des personnes de s'investir 20% de leur temps pendant un peu plus de 2 ans au minimum dans un projet, il faut qu'il y ait un peu des incentives. Et donc l'université a été très transparente par rapport à ça, sur les possibilités, en tout cas, qui étaient confirmées à ce moment-là. On était vers le mois d'avril-mai, je crois, de cette année. Et les possibilités qui étaient confirmées, c'était d'une part le support. Alors, j'ai écrit dans le chat administratif, mais c'est plus que ça, c'est plus qu'administratif, c'est organisationnel aussi. Ce sont les personnes qui ont été engagées sur le projet Circle U à l'UC Louvain et qui sont en fait à disposition, y compris des chairs, pour pouvoir organiser les choses, pour pouvoir faire en sorte que la machine fonctionne. Ce sont les 30 heures de cours qui ont été
je dirais, retirer des obligations d'enseignement des personnes qui ont été sélectionnées comme chaires. Et alors, c'est les possibilités, bien entendu, hein, c'est un strict minimum de remboursement des frais de voyage que les chaires auront dans l'organisation de leurs activités. Et alors, depuis lors, il y a un certain nombre d'autres financements pour des activités là, qui se mettent en place. Donc, par exemple, les chaires vont organiser des workshops et des choses comme ça. Il faut bien du financement pour pouvoir organiser tout ça. Et ces financements sont occupés à se mettre en place. Alors, en petite partie grâce au financement de l'Union européenne, en partie, je dirais, grâce à des financements de chacune des 7 pour le moment universités, et même en partie non négligeable par une des 7 universités qui a mis sur la table un montant d'argent assez important à destination de l'ensemble des partenaires. Donc c'est un peu un cadeau qu'ils font à l'ensemble du réseau. Voilà. Merci Michel pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat, mais est-ce qu'éventuellement certains participants souhaiteraient déverrouiller leur micro et adresser une question à nos intervenants? Sinon, moi j'ai plein de questions. Donc je vais peut-être en lancer une première, mais n'hésitez vraiment pas, hein. Je vais peut-être revenir sur la première présentation et ce concept de hub miroir dont vous parliez, Anne et Fanny. Je me demandais justement comment vous impliquez vos 6 partenaires africains dans ces hubs. Alors je pense que c'est Fanny qui expliquait que chaque projet doit avoir au minimum 3 partenaires Civis, et je me demandais si ces 3 partenaires Civis en incluant les partenaires africains ou si justement, en fait, il y avait aussi des hubs qui étaient développés uniquement entre eux. Donc, je me demandais un petit peu comment fonctionnaient ces hubs miroirs. Je vais peut-être commencer et puis passer la parole à Fanny. Alors donc pour le moment, on en est au début, hein, comme je le disais, de l'insertion de nos partenaires africains. Et donc pour le moment, on en est à la rédaction de la convention qu'on signera avec chacun d'entre eux. Donc il faudra voir en fait justement comment on va construire ces hubs miroirs, parce que nous avons une difficulté qu'il faudra évidemment solutionner, pour laquelle trouver une solution, c'est que les partenaires africains eux-mêmes ne pourront pas être bénéficiaires directs, en tout cas de l'argent de l'Union européenne. Et donc, on parlait tout à l'heure des financements propres. Donc, puisque ce sont en effet des cofinancements, éventuellement, donc ça, ce serait une solution. Donc, aller puiser dans l'argent que met chacune des universités, ou évidemment trouver d'autres types de financement qui pourraient bénéficier à nos partenaires africains. Mais donc tout ça va être vraiment mis en place à partir du printemps prochain. Et par ailleurs, donc c'est aussi une importante question à laquelle on va devoir trouver une solution dans le cadre de notre deuxième demande. Donc cette intégration donc plus étroite des partenaires africains. Il va falloir qu'on réfléchisse vraiment donc à l'architecture, si j'ose dire, donc avec eux. Fanny, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Juste pour dire que pour l'instant, en fait, dans les différents projets qui ont été financés, les partenaires africains en fait travaillent en ligne. Et donc pour l'instant, le format hybride des différents projets leur permet de participer pleinement, mais quand même, comme Anne l'a dit, il faut trouver des solutions en termes de financement. Merci beaucoup. Est-ce qu'entre-temps, il y a d'autres questions? J'avais vu un moment Patricia lever la main. Oui, mais Anne a répondu à la question. Ma voilà. question portait sur les hubs africains, de savoir est-ce qu'ils sont éligibles au budget, et la réponse était pour le moment non. Peut-être une autre question, Anne, donc ça je laisse tomber et tu as répondu. Cette deuxième candidature, est-ce que vous avez reçu un signal clair disant c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer, ou bien est-ce qu'il y a déjà eu un appel qui vous a été transmis ou quelque chose comme ça? Donc l'appel va être publié incessamment sous peu, en fait, c'est pour maintenant.
Mais donc voilà, on sait qu'on doit s'y préparer, ça c'est certain, puisque notre financement s'arrête au mois d'octobre prochain, donc en octobre 2022. Et donc on savait qu'à partir du mois de septembre 2021, on devait s'y mettre. Merci. Oui, effectivement, je pense qu'il a parlé de lancer l'appel fin novembre. Donc, je pense qu'on y est. Ils attendront peut-être le tout dernier jour du mois pour le lancer, ce qui est probable. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions de participants? Je vois Caroline Olela de la DGESVR qui lève la main. Je t'en prie, Caroline. Merci. Bonjour à tous et bonjour Elodie. Merci pour les présentations. Vu qu'on parle de financement, je me permets d'intervenir ici. Donc, pour information, la DGESVR suit les travaux des alliances européennes en partenariat avec l'ARES, l'AEF et la Commission. Donc, nous participons à un groupe d'experts où régulièrement, la Commission nous transfère des informations que nous répercutons auprès des alliances FWB. Et donc, dans ce cadre-là, c'est bien pour confirmer qu'un prochain appel à projet pour les alliances de la première et de la seconde génération est prévu pour leur permettre de continuer leurs travaux et de passer de la phase pilote, donc la phase d'expérimentation, à une phase d'assises renforcée du projet. Et à l'occasion de ces deux prochains appels, donc première génération et deuxième génération, il sera donné la possibilité de créer de nouvelles alliances. Alors, ça ne sera pas des appels aussi conséquents que ceux qu'on a vus dans la phase pilote. Donc, on parle de quelques alliances, de quelques prochaines nouvelles alliances en 2022 et quelques prochaines nouvelles alliances en 2023. Mais la Commission annonce un appel à projet plus conséquent pour le lancement de nouvelles alliances à partir de 2024. Donc là, il y aura plus de possibilités pour les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout type d'établissement, donc on ne parle pas seulement des universités, de se montrer candidat s'ils le souhaitent. Donc il y aura des possibilités en 2022 et 2023, mais une plus grande possibilité en 2024. Merci Caroline pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir? Sinon, je profite, même si on n'est pas en avance sur le timing, je profite peut-être avec une petite question complémentaire pour Patricia. C'est intéressant de voir dans ce projet City Lab que vous démarrez avec vraiment une dimension qui est très locale et puis que les solutions percolent à un niveau supra et que ça redescend finalement après au niveau local. Et je me demandais par rapport au lien justement qui est fait avec les villes et votre ancrage local, est-ce qu'elles sont impliquées aussi à ce moment où ça percole un petit peu plus haut au niveau européen? Alors, au niveau européen, je ne sais pas. Au niveau des villes qui sont associées, je dirais, à l'Alliance, oui, puisque les 8 universités ont comme partenaires associés, si tu veux, les 8 villes. Et ce qui était intéressant, c'était de voir aussi que, par exemple, la ville de Liège était déjà jumelée avec 2 d'entre elles. Donc, on voyait bien qu'il pouvait y avoir des objectifs communs, quelque part, ou en tout cas des choses à mettre en commun, non seulement entre les universités et les villes dans chaque région post-industrielle, mais aussi entre les villes elles-mêmes. Jusqu'à présent, j'ai envie de te dire que je n'ai pas vu beaucoup d'interactions. Je crois que l'actualité ne nous a pas aidés. Voilà. Ça viendra et j'imagine aussi qu'il y a des bonnes pratiques peut-être de travail collectif, non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les communautés, si tu veux, communales, appelons ça comme ça, dans les autres villes et qui pourront profiter à l'ensemble des membres de l'Alliance. Voilà. Jusqu'à présent, en tout cas à l'Université de Liège, on a eu un peu de mal à ce niveau-là, mais je crois que l'actualité ne nous a pas aidés.
Donc comme convenu, hein, vous avez dû désigner un rapporteur dans chaque groupe ou alors un rapporteur était auto-désigné dès le départ. Et je vais donc proposer à chacun des rapporteurs de nous faire état justement de la discussion, des conclusions que vous avez pu tirer dans cette brève discussion qui était assez rapide, j'imagine, pour tous. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou je désigne? Je veux bien, Élodie. Voilà, super. Vas-y, Laura. Merci. Bonjour à chacun, à chacune. Donc, je fais partie du groupe Inclusion et dans lequel on a abordé la question de départ qui était suivante. Finalement, comment s'assurer qu'un projet de grande envergure puisse toucher tous les étudiants et les étudiantes. Et on avait proposé, nous, d'aborder ces questions-là en différentes sous-questions, qui étaient d'abord le qui, de quels étudiants est-ce qu'il s'agit, quelles sont la diversité aussi qui est représentée ou non représentée, le comment, par quels canaux toucher ces étudiants et tout simplement comment procéder de façon très pratique, le quand, les faire intervenir dans le cadre d'un projet, les différents rôles aussi qu'ils peuvent aborder et enfin les freins et les leviers liés à la participation étudiante. Alors vous dire qu'on est parti sur la question du qui en abordant la question de la représentation des étudiants et à travers en fait les rôles de représentation qu'ils peuvent avoir au sein des organes classiques institutionnels, mais aussi au sein des organes des projets. Donc ici on a parlé de Circle U avec la représentation étudiante qui est également assurée comme dans le cadre d'UNIC et de voir que ces derniers pouvaient être touchés par ces biais-là. Mais c'est aussi poser la question évidemment de la représentation. Est-ce que tout le monde, comment s'assurer que la voix de tout le monde soit entendue? On a parlé également de la concrétude des questions qui leur sont adressées, qui nous semblaient assez importantes, de dire finalement, aborder les questions qui peuvent paraître assez lointaines au sein des différentes alliances européennes et de se dire comment faire en sorte que chacun et chacune voit concrètement les questions qui se posent dans leur cursus, sachant que le cursus est limité, donc on a bien remis ça aussi en avant, 5 ans. Et s'est posé aussi la question de la définition aussi de l'inclusion, qui est une thématique plurielle, multiple, on l'a vu lors de la séance plénière ce matin, et donc l'importance de donner corps à la concrétude des thématiques qu'elle recouvre, mais aussi de sensibiliser aux différents processus d'exclusion qui ne sont pas toujours conscientisés, et s'est posé aussi la question de l'intersectionnalité, finalement, de la rencontre entre cette diversité qui est super diverse, comme on le rapporte dans le cadre du projet unique. Et on a parlé également du fait que l'inclusion n'est pas l'intégration des nouveaux, donc on a bien réabordé ces différents points, et est venue aussi sur la table l'idée que l'inclusion n'est pas une surcouche, mais doit être, je dirais, inhérente aux différentes politiques institutionnelles qui sont menées. Ces différents éléments qui ont été menés à travers notre groupe, dont j'espère ne pas trahir le contenu en faisant ce bref petit rapport. Merci beaucoup. Merci Laura. On voit que finalement, la question a soulevé, elle aussi, beaucoup de questions. La question de base a soulevé finalement plein d'autres questions et questionnements. C'est intéressant. Rapporteur suivant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Je peux me lancer si... Oui, super. Sur le thème des enjeux de société, des défis de société et de la manière dont les alliances permettent d'y faire face en matière de recherche, d'enseignement, d'innovation. Alors, on a surtout discuté de 4 thématiques. Ça a vraiment été une discussion vraiment riche, je trouve, avec tout d'abord directement mettre les pieds dans le plat. C'est quoi la plus-value de travailler à plusieurs dans un réseau, dans une alliance européenne sur l'innovation sociale, les enjeux de société par rapport à travailler juste avec une seule institution? On sait que c'est déjà pas évident. Mais il y a pas mal d'avantages, en tout cas de plus-values potentielles qui ont été mises en avant. Bien sûr, quand on travaille sur des thématiques sociétales partagées, par exemple l'art nouveau, les questions de l'art nouveau, avec toutes les questions de patrimoine urbain qui peuvent être partagées par plusieurs villes où ce type de patrimoine se rencontre. La question aussi du patrimoine, entre guillemets, difficile, la question, par exemple, à Bruxelles, du décolonialisme, du postcolonialisme, etc., dans le patrimoine artistique urbain. Mais au-delà de ça, on peut, quand bien même il n'y a pas des thématiques communes, partager des expériences et partager des méthodologies. Mais par exemple, à Bruxelles, la gestion du multilinguisme qui peut être intéressante pour d'autres partenaires au sein d'une alliance. Ensuite, je dirais qu'on a discuté la question
qui n'était pas le thème de notre workshop à la base, mais qui est complètement lié, c'est celle de l'interdisciplinarité. On ne peut pas travailler sur des enjeux de société, des societal challenges, comme on dit dans les programmes européens, si on ne fonctionne pas de manière interdisciplinaire. Avec là deux grands enjeux. En tout cas, deux grands enjeux qu'on a eu l'occasion de discuter, le mix entre l'ascendant et le descendant, le bottom-up et le top-down. On a vu comment Unique, si je ne me trompe, a vraiment fonctionné d'une manière ascendante. On nous a expliqué comment les partenaires ont pu échanger les défis de société qui leur paraissaient les plus importants et qu'on a choisi finalement ceux qui étaient les plus communs. Mais aussi, je dirais, la question du temps. Travailler sur un projet interdisciplinaire, ça demande du temps pour se connaître. C'est d'ailleurs souvent ce qui manque dans les projets européens comme ceux des programmes cadres. Et là, justement, il semble que ces projets peut-être moins impliquants que les universités européennes peuvent mettre en place, où il s'agit de se rencontrer pendant quelques jours pour réfléchir à des projets interdisciplinaires, sont tout à fait bienvenus. Parce que sans trop risquer, je dirais, on prend le temps de se parler. Alors parfois, ça peut même avec des gens qu'on ne connaît pas. Dans le cas de Civis, l'interdisciplinarité, on a presque forcé des gens qui ne se connaissaient pas à se parler, à se rencontrer et avoir le temps pendant quelques jours, en tout cas c'est ce qui ressort des échanges, de discuter avec des collègues d'autres disciplines. C'est vraiment un terreau favorable pour monter des projets et c'est souvent ce qui manque dans les projets interdisciplinaires tels qu'ils existent actuellement. Donc peut-être que les réseaux d'universités européennes ont un rôle positif à jouer à ce niveau-là. On a ensuite discuté, et ça c'est évidemment moins positif, la complexité administrative pour mettre en place l'interdisciplinarité des projets qui sont liés à des défis de société dans l'enseignement. Le fait que si on n'a pas de financement dédié pour mettre en place un master à 8 partenaires, c'est quasiment mission impossible. Et des doléances par rapport à la commission qui était en tout cas évoquée par des collègues de terrain, peut-être le manque de compréhension face aux difficultés de ces 2 dernières années par rapport à la mise en place. On demande beaucoup, il faut mettre en place avec une vision de long terme, mais des changements très concrets dans la gestion et l'administration qui sont immédiats à mettre en place, des difficultés rencontrées à ce niveau-là et dont Caroline et moi avons pris, enfin moi en tout cas cette fois et Caroline qui m'entend maintenant à présent, dont on prend bonne note et dont on discutera dans les groupes d'experts avec les collègues de la commission. On a terminé, mais c'est là qu'on a été brutalement, mais très justement rapatrié vers la plénière en discutant de l'importance dans les défis de société du multilinguisme et de ne pas tout abandonner à la langue anglaise. Et donc là on avait commencé, c'était fort intéressant, mais ce sera pour une prochaine fois de voir les différentes tactiques mises en place par les universités européennes pour promouvoir la diversité linguistique. Donc voilà en quelques mots, Élodie, ce dont on a pu discuter pendant ces 40 minutes. Merci beaucoup, Marc. Je vois que le temps file et donc on va rapidement terminer avec les rapporteurs des 2 derniers groupes, donc du groupe partenariat et mobilité. Oui, Ronnie, oui. Je peux y aller pour les partenariats. Donc à nouveau, discussion intéressante sur plusieurs aspects. On est parti de la logique de se dire que les partenariats dans le cadre des universités européennes s'établissaient d'une part avec les universités partenaires, bien sûr, mais également avec les partenaires associés que chacune des universités a amenés quelque part dans la constellation du projet. La question a été posée par des personnes, entre autres de l'Université Saint-Louis, de savoir quelle était la logique finalement de construction des universités européennes, comment choisissait-on ces partenaires. Et là, on se rend compte que finalement, à chaque réseau, son histoire. Certains réseaux, finalement, ont démarré l'existence de l'université partenaire à partir d'un projet de recherche où des universités étaient déjà partenaires. Et donc, l'université en tant que telle a été bâtie autour de cet embryon, quelque part, de partenariat et a grandi. Alors, avec certains avantages, avec certains inconvénients. L'avantage, bien sûr, les gens se connaissent, on est efficace relativement vite par rapport à certaines actions. Le désavantage, c'est qu'on est très focalisé peut-être sur certains domaines, scientifiques entre autres, et donc il y a la nécessité de traduire les choses vers d'autres facultés, etc. D'autres modèles de construction qui est par exemple celui de Nice où finalement, on avait des partenaires qui se connaissaient 2 à 2, et puis de proche en proche, l'université s'est construite, ce qui implique que tous les partenaires ne se connaissent pas bien au départ. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi prendre le temps de connaître les partenaires avant de construire les choses. Donc, le démarrage est peut-être plus lent, mais on a une vision peut-être également plus large de toutes les dimensions, en tout cas
techniques et d'offres de cours de l'université. Donc ça, c'est pour la partie partenariat des universités. Au niveau des partenaires associés, la question a été posée de savoir comment être très efficace pour impliquer de manière significative ces partenaires dans l'action des universités européennes. Tout le monde fait face à ce type de problème et on se rend compte que finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir, à travers la base des universités, à travers les communautés universitaires, impliquer ces partenaires associés parce que c'est eux qui le connaissent le mieux. Et donc là, on est dans une logique où la logique top-down, qui a été finalement la logique initiale de la mise en place de ces universités européennes, doit se transformer en une logique bottom-up. Et très clairement, c'est un défi majeur et un risque, puisque si cette mutation n'a pas lieu, l'histoire des universités européennes va être difficile à continuer. Et donc, en discutant autour de ce sujet-là, on se rend compte que les incitants sont importants, les incitants qui soient financiers pour le corps enseignant, par exemple, donner la possibilité de libérer du temps d'enseignement, comme on l'a vu dans certains exemples aujourd'hui, de permettre d'interagir avec les collègues. Au niveau des étudiants, leur donner l'opportunité de finalement pouvoir suivre des formations originales, innovantes et compétitives qui n'existeraient pas si les universités européennes n'existaient pas. Et là, on voit aussi des nouveaux problèmes apparaître, des nouveaux problèmes surgir, comme par exemple le problème des habilitations en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment va-t-on pouvoir mettre en place ces nouveaux programmes? Est-ce qu'on ne seront pas contraints par la loi? Quelles vont être les limitations qui vont être les nôtres? Et donc, voilà. D'autres questions sont apparues également en cours de discussion. Et donc, effectivement, les 40 minutes étaient courtes, mais c'était tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Ronnie, pour ce partage. Et alors, je cède la parole à Alice pour les conclusions du groupe Mobilité. Oui, ça va. Alors, je m'excuse d'emblée, mais il y a des travaux juste dans la cour derrière, donc il y aura un petit bruit de fond fort agréable en même temps. Donc nous, on a traité effectivement de la question des mobilités physiques virtuelles ou hybrides. Et plus concrètement, on a fait un retour assez pragmatique de ce qui s'est passé suite au corona, en partageant notamment notre propre expérience à la LSM de ce qu'on avait mis en place suite aux nombreuses annulations des échanges des étudiants. Et donc, principalement, on a essayé de réattribuer les destinations aux étudiants tant que c'était possible, surtout les partenariats européens. Il y a certains étudiants qui ont suivi l'entièreté de leur échange en ligne en restant en Belgique et d'autres qui ont fait leur semestre en ligne, mais en étant malgré tout dans leur pays d'accueil. Et donc, on a eu des retours, des feedbacks assez diversifiés de la part des étudiants. Pour certains, même s'ils étaient confinés à l'étranger, ils ont trouvé l'expérience vraiment enrichissante. Pour d'autres, ils ont dit que ça restait quand même très compliqué, notamment pour tout ce qui était travaux de groupe à distance, qui plus est avec des étudiants d'une nationalité différente. Donc voilà, vraiment des retours de toutes sortes. On note tout de même qu'il y a une grosse majorité qui n'ont pas regretté en tout cas les échanges, même s'ils étaient sur place et qui devaient le faire depuis leur côte ou depuis leur appartement. Mais on a aussi constaté qu'il y avait une plus grosse préparation en amont pour que l'étudiant soit prêt pour son échange suite à cette crise du corona. Ils sont beaucoup plus inquiets. Donc, il faut prendre le temps de les rassurer et de les accompagner encore plus qu'avant. Alors, suite à ça, on a eu une longue discussion qui a dévié sur les autres possibilités d'échange, du coup, en ligne notamment. Et on a parlé des MOOC, puisque la mobilité physique n'est pas toujours possible non plus pour tous les étudiants, quelle que soit la raison, que ce soit financier ou ici, en l'occurrence, avec toutes les difficultés auxquelles on fait face. Et donc, le MOOC a été présenté comme un chouette complément à l'échange, peut-être pas un remplacement, mais en tout cas un complément, qui permettrait d'agrandir le portefeuille de cours qui serait disponible aux étudiants, d'ouvrir aussi à une autre culture. Mais sont apparues aussi des difficultés d'ordre plus administratif, par exemple la valorisation des crédits, qui est toujours en discussion. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de solution encore à proprement parler, mais c'est un sujet à mettre sur la table. C'était intéressant aussi de parler des différences d'attractivité entre ces différents programmes de cours organisés via MOOC, qui ne dépendent plus tellement de l'université, comme ce serait le cas pour un échange physique, mais plus des cours en tant que tels, du niveau, et aussi de la langue dans laquelle le MOOC est enseigné. Donc, il y a une très, très grosse
préférence pour l'anglais évidemment, qui est plus disponible pour tous, et pour les cours de niveau avancé, donc les cours de master plutôt que les cours de bachelier. Et donc, on a mentionné le fait que potentiellement ces MOOC permettraient de rééquilibrer les partenariats qui ne sont pas dans l'équilibre actuellement grâce à ces MOOC, qui ne dépendent plus uniquement de l'université en tant que telle, mais plus du contenu du cours qui est proposé. On a aussi soulevé les potentielles difficultés des MOOC qui seraient pour des partenaires hors européens, toujours vis-à-vis de cette conversion de crédit notamment, et aussi pour s'il y avait des activités en ligne qui sont données en direct, bien qu'il y ait des solutions comme le fait de les enregistrer et de les mettre à disposition a posteriori. Et enfin, il y avait un tout dernier point aussi qui a été mentionné, c'était l'existence des COIL, donc des Collaborative Online International Learning, donc les fameux cours interuniversitaires qui sont co-organisés par professeurs des différentes universités. Et c'était l'ICHEC, si je ne dis pas de bêtises, qui présentait Saint-Louis. Saint-Louis, pardon. À Saint-Louis, qui avait l'exemple avec une université au Canada, avec qui il s'exerçait avant de faire des partenariats à proprement parler. Voilà. Super, un grand merci Alice. Je ne vais pas être longue, comme on a déjà pris plus que 2 heures finalement sur cette thématique qui est passionnante des universités européennes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc j'espère que vous avez aussi apprécié ce midi de la RES et que vous, d'une part, que vous sortez de là avec une meilleure compréhension peut-être des travaux des alliances dont nos universités sont membres, et puis aussi que ces partages, ce second moment de partage autour des défis et des thématiques phares de l'enseignement supérieur, que ce soit actuel ou que ce soit à venir, on peut nourrir vos réflexions et nourriront vos travaux que vous avez au sein de vos propres établissements. Donc, je vous remercie encore bien fort de votre participation et je remercie tout particulièrement les membres des 4 universités qui ont consacré du temps pour les présentations et pour l'animation de ces ateliers. Et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci à tous.